novembre 1975. Franco est mort après une interminable agonie. Personne n'imagine alors que la démocratie puisse se substituer facilement, en Espagne, à un régime qui est devenu au fil des ans la dictature autoritaire la plus longue et la mieux installée du monde. Tous les observateurs à Madrid pensent alors que le système va se survivre encore quelque temps. Peut-être jusqu'à ce que survienne enfin une explosion révolutionnaire semblable à celle qui a renversé un an plus tôt Marcelo Caetano, le lamentable successeur de Salazar, au Portugal. Or, rien de tel ne se produit. C'est en réalité en un temps record, moins de 2 ans, que l'Espagne est redevenue une démocratie parlementaire équilibrée, avec la légalisation de tous les partis politiques, une vie sociale de plus en plus paisible et un essor culturel sans précédent depuis le début du siècle. Cette période bénie est vite baptisée de Movida, en espagnol mouvement, changement, et est aujourd'hui considérée, aussi bien à Madrid que dans toute l'Europe, comme une évidence historique. Or, cette histoire, l'une des plus optimistes qu'ait connue le XXe siècle, notamment après la grande tragédie vécue par les Espagnols 40 ans plus tôt, mérite d'être analysée, décortiquée avec quelques précisions. On y verra que pas davantage que les catastrophes, les grands bonheurs ne sont indépendants de l'action consciente des hommes. En 1945, personne non plus ne pensait que la dictature personnelle du général Francisco Franco, né de la guerre civile et de l'aide directe de l'Italie fasciste et de l'Allemagne nazie, puisse survivre au-delà de quelques mois. 30 ans plus tard, Franco était pourtant encore là. Il nous faut donc d'abord expliquer les conditions de ce véritable et sinistre miracle politique. Pourquoi le franquisme a-t-il duré si longtemps? À l'intérieur, tout d'abord, Franco a toujours montré une impitoyable fermeté à l'égard de ses ennemis, fusillant sans relâche communistes et anarchistes dans ses prisons jusqu'en 1945, et n'hésitant pas à appliquer la peine capitale plus tard contre les militants clandestins des partis républicains, tels le communiste Julián Grimao en 1963 ou l'anarchiste catalan Pijantic encore au début des années 70. Une police omniprésente réussit par ailleurs à déjouer tous les complots de l'intérieur. À l'extérieur, Franco parvient dès 1948 à séduire les Américains en faisant tacitement son entrée de facto par la petite porte dans l'Alliance Atlantique. L'ouverture du territoire espagnol à plusieurs bases américaines, navales et aériennes, Rota, Torrejón, aboutit à l'annonce de son concubinage notoire et sans nuage avec le protecteur d'outre-Atlantique, convaincu qu'il demeure le seul barrage véritable au communisme. Puis sur la base de ce polygone de stabilité, Franco saura, avec une intervention massive de l'État, procéder au véritable décollage économique du pays qui bénéficie d'atouts incontestables. Force de travail relativement qualifiée, salaire très bas, syndicats inexistants, marché intérieur relativement important. Le développement industriel sérieux et solide du pays permet ainsi à la dictature de connaître une stabilité de plus en plus grande à mesure que la croissance s'accélère et que se reconstitue la classe moyenne qui n'est nullement composée des seuls vainqueurs de 1939. Pourtant, la transition démocratique est parvenue à balayer en douceur ce moment de stabilité apparente. Quelles sont les failles cachées au cœur de l'édifice franquiste qui ont ainsi préparé la Movida? La première de ces failles n'est que l'autre face de la même monnaie. Car si le développement économique a peu à peu fait dépérir les aspirations au changement radical, il a aussi, symétriquement, décomposé de l'intérieur la logique de la dictature elle-même. C'est tout l'esprit public du pays qui évolue peu à peu. Une nouvelle génération de fils des combattants des années 30 vit dans la hantise d'un retour de la guerre civile. En partant de prémices opposées, il s'impose une commune volonté des deux principaux belligérants, franquistes et communistes, de sortir des déchirements du passé. Juan Carlos saura rendre manifeste ce désir commun. Dès la fin des années 60, on peut déjà constater cette évolution en œuvre dans le camp républicain en exil. Après avoir beaucoup souffert de l'arbitraire stalinien, les communistes espagnols accueillent avec soulagement la déstalinisation de Khrouchtchev à partir de 1956. Pressés dès lors par un courant interne radicalement réformiste qu'ils ont d'abord combattu, celui de Fernando Claudín et de Jorge Semprún, les dirigeants du Parti communiste d'Espagne, Dolores Ibarruri, la Pasionaria et Santiago Carrillo, finissent par sauter le pas en 1968 en condamnant vigoureusement et fort courageusement l'interruption du printemps de Prague par les soviétiques. Désormais, le PCE se situe dans le même camp réformiste que les communistes italiens et appelle à la réconciliation nationale.
Même évolution dans le camp nationaliste où l'ouverture à l'Europe provoque un affaiblissement des idées de dictature. Le tourisme de masse, le Concile de Vatican II, les réussites démocrates chrétiennes de l'Allemagne de l'Ouest et de l'Italie font le reste. L'opposition interne des jeunes patrons et responsables du mouvement, le faux parti unique du régime, se radicalise alors. Adolfo Suárez, l'industriel Pío Cabanillas et le fils du héros phalangiste qu'est Leopoldo Calvo Sotelo se convainquent de la nécessité d'une rupture démocratique et d'un ralliement à l'Europe au cœur même du régime. Et la combinaison d'une décomposition molle de la dictature, entrecoupée de hoquets répressifs barbares, comme le procès des Basques à Burgos en 1970, représente un mélange détonnant pour un régime qui a désormais l'âge de son chef, autoritaire et même gâteux. Il reste à trouver le détonateur, une lointaine promesse faite par Franco à son grand rival, le prétendant au trône Don Juan, en 1949, pour s'assurer définitivement le soutien de l'Occident en tiendra lieu. Quelle est cette promesse? À partir de 1942, le prétendant au trône, Don Juan, le fils aîné d'Alphonse XIII, qui jusque-là avait montré une neutralité bienveillante vis-à-vis du régime franquiste, joue en étroite liaison avec Washington et Londres la carte d'une monarchie constitutionnelle démocratique pour l'après-guerre. Néanmoins, en 1945, les anglo-saxons jugent cette stratégie trop risquée face à la menace de retour à la guerre civile et à la force du Parti communiste. Abandonné de ses alliés, Don Juan est contraint de reconnaître sa défaite. Il ne sera jamais roi. Mais la victoire de Franco ne saurait non plus être totale. Ce dernier est contraint d'accepter un compromis, au terme duquel il promet que l'Espagne reviendra après lui à la maison de Bourbon, Don Juan abdiquant au profit de son jeune fils aîné Juan Carlos, lequel sera enlevé à son père pour être éduqué sous la supervision personnelle de Franco dans des écoles militaires espagnoles et dans l'esprit du nouveau régime. Or, on s'en apercevra bien vite, chez Juan Carlos, l'inné est nettement plus fort que l'acquis. À peine intronisé roi d'Espagne au lendemain des obsèques grandioses de Franco, Juan Carlos appliquera à la lettre le programme de son père de 1946, la mise en place d'une monarchie parlementaire. C'est ainsi que commence la movida. La réussite rapide du projet de démocratisation tient à la complicité de trois hommes. Le roi, bien sûr, le jeune chef des réformateurs, Adolfo Suárez, que le roi appelle d'emblée au poste de Premier ministre, et le secrétaire général du Parti communiste d'Espagne, Santiago Carrillo. C'est ce dernier qui assume les risques les plus grands avec un courage exceptionnel. Défiant les soviétiques et son opposition interne, il dénonce sans ambiguïté aucune la stratégie de prise de pouvoir autoritaire des communistes portugais dès 1975. Défiant ensuite la police de Franco, il décide tout simplement de rentrer d'exil sans s'être annoncé en février 1976 et de tenir une conférence de presse à Madrid alors que le parti n'est pas encore légalisé. Pourtant, les forces politiques principales qui assurent ce grand tournant de l'histoire espagnole ne seront pas exactement celles que l'on attendait dans une apparente logique. Ce sont vers des partis nouveaux que les Espagnols, qui veulent être gouvernés au centre, vont se tourner dès les élections générales de juin 1977. Les électeurs de gauche manifestent leur saine ingratitude en portant les socialistes réformistes du jeune avocat andalou Felipe González loin devant les communistes de Santiago Carrillo, tandis que l'Union du Centre démocratique du Premier ministre Adolfo Suárez bénéficie d'un plébiscite initial. Mais en définitive, le corps électoral aura surtout sélectionné non pas des partis précis, mais le passage à une démocratie de type européen. Ce bouleversement politique s'accompagne par ailleurs d'un grand essor culturel marqué par une sorte de joie constante, d'exubérance juvénile, dont les premiers films iconoclastes de Pedro Almodóvar, les romans ironiques de Vázquez Montalbán jalonnent le parcours. Il y a néanmoins quelques secousses, quelques retours du tragique qui rappellent de temps à autre aux Espagnols que leur transition démocratique n'était pas spontanément acquise. Si la Catalogne, puissante et européenne depuis toujours, s'installe avec aisance dans la nouvelle donne, le roi ayant rétabli le statut républicain d'autonomie interne de 1931, le Pays basque, en revanche, où l'affrontement fut particulièrement dur, s'enflamme littéralement avec le rétablissement des libertés. Dans l'immédiat, les violences basques engendrent un climat de revanche dans le secteur le plus attaché à Franco de l'armée et de la garde civile, la gendarmerie. Mais loin de déboucher sur l'une de ces sanglantes tragédies dont l'Espagne a le secret, la sédition du général Milans del Bosque
et de son adjoint le colonel de gendarmerie Tejero en 1980 se termine en opéra bouffe à la manière d'un film d'Almodovar. La prise d'otage des Cortes, le Parlement espagnol, qui ne fait aucune victime, éteint dans le ridicule absolu les dernières braises du franquisme. Mais elle consolide aussi définitivement la monarchie centriste de Juan Carlos. Car c'est le roi, et lui seul, et non les syndicats, la gauche antifasciste, ou même le gouvernement d'Adolfo Suárez, qui arrête net le putsch des militaires par sa tranquille autorité. La guerre est bien finie, pour toujours, comme l'avait prophétiquement annoncé Jorge Semprún dès 1960. Par ce miracle pacifique qui succédait à la guerre civile la plus terrible du XXe siècle européen, l'Espagne avait surpris le monde entier. Mais à peine 10 ans plus tard, l'Europe de l'Est, à son tour, s'engageait dans le même cycle vertueux d'émancipation politique non violente. En 1936, le martyr de l'Espagne annonçait les destructions nazies, la guerre mondiale et aussi les triomphes staliniens. Peut-être, une fois encore, l'Espagne n'a-t-elle été en la matière que l'annonciatrice de temps nouveaux, mais cette fois-ci combien plus heureux.